Je pensais autrefois que la partie la plus difficile du mariage était de décider quoi manger chaque soir. En réalité, le plus dur, c'est de réaliser que la personne qui dit « nous sommes une équipe » est en train, en silence, de passer des auditions pour une autre. J'ai 32 ans, je travaille dans l'informatique, je gagne bien ma vie, pas des sommes de stars de cinéma, mais assez pour payer le loyer à temps et continuer à acheter ce café hors de prix qui prétend être un trait de personnalité. Ma femme Camille et moi étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4 ans, et si vous lui aviez demandé, elle aurait dit que nous construisions un empire. Si vous m'aviez demandé à moi, j'aurais dit que nous construisions une vie. Ces deux phrases se ressemblent, jusqu'au moment où l'on remarque que l'une contient des tableurs et l'autre des dimanches matins. Camille adorait les tableurs, elle adorait les objectifs, les chiffres, et surtout me rappeler que mon père possédait l'une des plus grandes entreprises de vente automobile de la région. Elle adorait aussi poser la même question sous différentes formes. Pourquoi vivons-nous comme ça, alors que ton père est blindé? Je répondais toujours la même chose. Parce que je veux mériter ce que nous avons. Parce que je ne veux pas de passe-droit. Parce que je ne veux pas être un homme obligé de dire merci pour sa propre vie. Elle souriait comme si je venais de raconter une blague. Puis elle disait que j'étais dramatique. Ensuite, elle expliquait que nous pourrions avoir un meilleur appartement, de meilleures vacances, de meilleurs amis, comme si les amis se vendaient au même endroit que les sacs de luxe. Je n'ai pas grandi pauvre. J'ai grandi entouré d'argent et des problèmes étranges qui vont avec, comme les gens qui rient trop fort aux blagues de ton père, ou les inconnus qui t'appellent mon pote tout en calculant ce que tu vaux. J'ai vu mon frère aîné Thomas choisir la facilité, rejoindre l'entreprise, obtenir le bureau, la voiture, le respect, et j'ai aussi vu comment chaque dispute dans son mariage se terminait par « papa peut arranger ça ». Et je ne voulais pas de cette vie. Alors, j'ai pris mon ordinateur et ma fierté, et j'ai construit ma carrière certification après certification. Mon père nous invitait toujours à toutes les réunions de famille. Ce n'était pas un méchant. Il était charismatique. Le genre d'homme capable de vendre une voiture d'occasion à quelqu'un venu seulement pour une vidange. Il aimait être le centre de la pièce. Il aimait être admiré. Et Camille, Camille aimait être proche de tout ce qui brillait. Parfois je me disais qu'elle m'aimait parce que je brillais aussi. Jeune, ambitieux, un homme avec un plan. D'autres fois, je craignais qu'elle aime davantage mon nom de famille que mon prénom. Mais je l'aimais. Et l'amour, c'est essentiellement ton cerveau qui porte un casque anti-bruit. La première chose qui m'a semblé étrange était minuscule. Tellement minuscule que j'ai failli ne pas la remarquer. Camille a commencé à s'habiller différemment quand nous allions chez mon père. Elle a toujours été élégante. Mais là, c'était comme si elle allait à un shooting photo. Elle a aussi commencé à demander à quelle heure mon père serait à la maison. Pas à quelle heure était le dîner. Pas quand nous devions arriver. Mais à quelle heure il serait là. Je la taquinais à ce sujet. Elle riait, puis elle disait que j'étais insécure. Et je détestais ce mot, parce que c'est un piège. Si tu te défends, tu as l'air insécure. Si tu ne le fais pas, tu as l'impression qu'on t'a volé ta langue. La deuxième chose, c'est que mon père a commencé à m'envoyer plus de messages, de petits check-up. Salut fiston, comment va le travail? Salut fiston, passe avec Camille. Quand tu veux. Salut fiston. J'ai retrouvé cette bouteille de vin que tu aimes. Pris séparément, rien n'était suspect. Mais ensemble, ça donnait l'impression que quelqu'un ajoutait trop d'épices à un plat déjà correct. Puis il y a eu l'invitation au barbecue, un samedi chez mon père. Jardin, grillade, la parfaite image familiale. Thomas serait là avec sa femme. Je me souviens que Camille était inhabituellement joyeuse ce matin-là. Elle fredonnait en se préparant, me demandait de repasser ma chemise. Elle ne s'était jamais souciée de mes chemises. Elle se souciait surtout de savoir si mon salaire suivait son humeur. Nous avons conduit jusqu'à la maison avec un saladier comme dans une publicité. Mon père nous a accueillis avec un grand sourire. Il m'a pris dans ses bras. Puis il a enlacé Camille, 1 seconde de trop. Pas assez pour qu'on puisse l'accuser. Juste assez pour que mon estomac le remarque. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Parce que quel genre de personne imagine ce genre d'horreur à propos de son propre père? Le jardin était rempli de ce bruit chaleureux d'été. Bouteilles qui s'entrechoquent, tondeuse au loin, mon père qui plaisantait, Thomas qui parlait chiffres de vente comme s'il commentait un match, Camille qui riait au bon moment. Elle riait toujours aux blagues de mon père, même aux mauvaises, surtout aux mauvaises. J'ai essayé de me détendre. Je retournais les burgers. J'écoutais. Je souriais. Je me suis même surpris à penser que j'avais peut-être été trop rigide avec l'argent, que je pouvais accepter un peu d'aide. Juste un peu. Puis Camille s'est penchée vers moi et a murmuré que je devrais lui parler de cette histoire d'investissement. Elle disait ça comme une suggestion. Mais ses ongles appuyaient doucement sur mon bras. J'ai dit non. Et elle a levé les yeux au ciel, si fort que j'ai cru l'entendre. Après le repas, Thomas et sa femme sont entrés pour le dessert. Mon père a dit qu'il allait chercher des assiettes. Camille a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Et soudain, ils ont tous les deux disparu vers la maison.
Je suis resté dehors à surveiller le grill comme si c'était mon poste officiel. 5 minutes ont passé, puis 10, puis 20. Les invités circulaient, la musique jouait. Mon frère est revenu en demandant où était papa. J'ai haussé les épaules. Camille n'était toujours pas revenue. Et mon cerveau a commencé à faire ce calcul calme qu'il fait juste avant la panique. Je suis entré dans la maison en appelant son prénom d'un ton détaché, comme si je cherchais quelqu'un qui avait oublié son téléphone. Aucune réponse. J'ai traversé le couloir. La maison semblait étrangement silencieuse, comparée au jardin. J'ai entendu un léger bruit à l'étage, comme un parquet qui travaille, et mes pieds ont bougé avant que mon esprit n'ait le temps de les arrêter. J'ai monté les escaliers. Chaque marche résonnait trop fort. En haut, il y avait la porte de la chambre de mon père, entr'ouverte, ni fermée, ni vraiment ouverte, comme si quelqu'un voulait de l'intimité, tout en faisant semblant de ne rien cacher. Et à cet instant précis, tout mon corps a compris quelque chose que mon esprit refusait encore. J'ai posé la main sur la porte. Je l'ai poussée. Et le monde a changé de forme. Je ne décrirai pas ce que j'ai vu. Certaines images n'ont pas besoin de détails pour te détruire. J'ai vu assez pour tout comprendre. Assez pour que ma gorge se glace. Assez pour que mes mains se mettent à trembler, comme après une tempête. Camille a tourné la tête. Mon père s'est figé. Et je n'ai pas crié. Je n'ai frappé personne. Je n'ai pas créé cette scène dramatique que d'autres auraient racontée plus tard comme une anecdote. J'ai simplement claqué la porte si fort que le cadre a vibré. Et je suis parti. Vite. J'ai redescendu les escaliers. Traversé le couloir. Passé les invités. L'odeur de la viande grillée. La musique. Ma vision s'est rétrécie. Mon estomac s'est retourné. Je suis arrivé jusqu'à l'allée, et j'ai cru que j'allais vomir. Je respirais comme si j'avais couru, alors que je n'avais pas couru. Puis je suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé. Pas vers le barbecue, pas vers un endroit calme, juste loin. Parce que la seule chose dont j'étais sûr, c'est que je ne pouvais pas rester dans cette maison une seconde de plus. La route défilait, et mon téléphone s'est allumé avec son nom. Appel. Encore un appel. Puis un message. Où es-tu? Puis un autre. Ne sois pas enfantin. Et c'est à ce moment précis que le choc s'est transformé en quelque chose de plus dur, plus précis, quelque chose qui commençait à réfléchir. Parce que si elle pouvait m'appeler enfantin après ça, alors elle s'entraînait au manque de respect depuis longtemps, et j'avais été trop occupé à être fier pour le voir. J'ai conduit jusqu'à l'appartement, et j'ai commencé à faire mes valises, comme si ma vie dépendait de la vitesse. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Avant de partir, j'ai regardé notre photo de mariage sur l'étagère, et j'ai compris que je souriais à une étrangère depuis 4 ans. J'ai pris mes clés, mon ordinateur, uniquement ce qui était à moi. Et je suis sorti, sans encore savoir que le prochain appel que je passerais allait changer toute la partie, et que mon père allait apprendre que la trahison n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, méthodique, et très coûteuse. Je suis allé chez mon ami Julien, parce que c'est le genre d'ami qui répond au téléphone, comme si le monde brûlait, même quand tu veux juste te plaindre des embouteillages. Il a ouvert la porte en jogging, un paquet de chips à la main comme un bouclier. Il a vu mon visage et s'est écarté, sans poser de questions. Je suis entré. Je me suis assis sur son canapé. Et pendant 1 minute entière, j'ai fixé l'écran noir de sa télévision, comme s'il allait m'expliquer ma propre vie. Puis, tout est sorti en vrac. Le barbecue, l'escalier, la porte. Cette seconde où mon cerveau a essayé de nier ce que mes yeux savaient déjà. Julien ne m'a pas interrompu. Il n'a pas sorti de phrase toute faite. Il hochait juste la tête lentement, comme s'il prenait des notes dans sa tête. Quand j'ai fini, il a posé les chips et a dit « D'accord. Première chose, tu ne retournes pas là-bas ce soir. Deuxième chose, tu arrêtes de penser que c'est seulement émotionnel, parce que c'est aussi juridique et financier. Et la personne qui reste calme écrit la fin de l'histoire. J'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ça ressemblait à un film. Et il m'a dit « Je suis sérieux. Tu as bon cœur. Mais là maintenant, ce n'est pas ton cœur qui doit gérer les papiers. » Il m'a demandé si Camille avait accès à mes comptes. Je lui ai expliqué le compte commun pour les charges et les comptes séparés pour le reste. Il m'a dit de sécuriser tout ce qui pouvait être vidé, sans préavis. Pas par vengeance, par protection. De changer les mots de passe. Mail, banque, stockage cloud, tout ce qui contenait des relevés ou des documents fiscaux. De capturer chaque trace financière possible. Parce que les souvenirs ne tiennent pas devant un juge, mais les dates. Si, j'avais la nausée en l'entendant parler comme ça. Comme si mon mariage était devenu un contrat rompu. Mais il y avait quelque chose de rassurant dans cette structure. Comme poser une attelle sur un os dont tu ignorais la fracture. Puis il a dit « Il te faut un avocat. Pas demain. Aujourd'hui, je lui ai dit qu'il était tard. Et il m'a répondu que tard c'était quand même aujourd'hui. Je l'ai regardé sortir son téléphone et appeler quelqu'un comme s'il avait déjà vécu ça. Ce qui m'a fait le fixer. Et il a haussé les épaules
en disant qu'il avait vu assez de ruptures désastreuses pour connaître une règle. La première personne bien conseillée impose le rythme. Je détestais que ce soit vrai. Je détestais même qu'il y ait un rythme. Mon téléphone a vibré encore, son nom, puis celui de mon père, et ce deuxième appel m'a provoqué une sensation étrange, comme si mon corps voulait frissonner et rire en même temps. Je n'ai répondu à aucun des deux. J'ai posé le téléphone, face contre la table, comme s'il était contaminé. L'ami avocat de Julien n'a pas pu parler longtemps, mais il m'a donné l'essentiel. Ne déplace pas d'argent d'une manière qui ressemble à une dissimulation. N'envoie pas de messages en colère. Ne menace personne. N'avoue rien d'inutile. Documente ce qui s'est passé de manière factuelle, tant que c'est frais, et surtout ne la laisse pas te provoquer pour te faire passer pour instable. J'écoutais en hochant la tête, comme si j'étais en réunion sur un déploiement logiciel. Sauf que cette fois, le système en panne, c'était moi. Après l'appel, Julien m'a tendu un carnet et m'a dit d'écrire la chronologie. Juste les faits, date, heure, qui était là, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Ensuite, je regardais la page blanche, la main tremblante, et j'ai écrit quand même, parce que sinon mon cerveau aurait continué à repasser la scène en boucle. J'ai écrit Camille, qui fredonnait le matin, l'étreinte trop longue de mon père, la demi-heure, la porte. J'ai écrit que je l'avais claqué, et que j'étais parti, et même l'écrire m'a retourné l'estomac. Julien m'a proposé de l'eau, puis il a dit quelque chose qui m'a frappé sans douleur. Il a dit « Je sais que tu veux couper ton père de ta vie, mais fais attention, il a de l'argent et de l'orgueil. Et ces deux choses ensemble poussent les gens à se comporter comme s'ils jouaient le rôle principal de leur propre drame. » Je lui ai répondu que mon père ne me ferait jamais de mal financièrement. Et Julien m'a regardé avec ce regard précis, celui qui dit « Tu disais la même chose de ta femme. » Puis mon téléphone a vibré encore. Un message de Camille. « Tu m'as humilié. Où es-tu ? On doit parler. » J'ai failli rire encore. Humilié. Comme si j'avais renversé un verre sur ses chaussures. Julien s'est penché et m'a dit de ne pas répondre. Pas pendant que je tremblais encore. Qu'on écrirait une réponse plus tard. Courte et calme. Mais un autre message est arrivé. Cette fois de mon père. Fiston revient. On peut expliquer. Et ma gorge s'est serrée. Parce que expliquer est un mot étrange quand on l'utilise, après s'être fait attraper. Expliquer, c'est pour un retard au travail. Pas pour avoir réduit en confetti la confiance de ton enfant. Je n'ai répondu à personne. J'ai éteint mon téléphone. Et pour la première fois de la nuit, il y a eu du silence. Pas un silence apaisant, mais celui où tu entends tes propres pensées se cogner entre elles. Julien a posé une couverture sur le dossier du canapé, comme si j'allais rester. Et j'allais rester, parce que mon appartement ne me semblait plus être le mien. Il ressemblait à un décor où quelqu'un d'autre avait répété ses répliques derrière mon dos. J'ai essayé de dormir, mais une question tournait sans cesse. Depuis combien de temps ? Parce que ce que j'avais vu ne ressemblait pas à une erreur soudaine. Ça ressemblait à une décision répétée. Je me suis levé, et je suis allé dans la cuisine. Julien y était déjà en train de faire du café, comme si c'était le matin, alors que la nuit n'était pas finie. Il a dit « Tu te demandes si ça a commencé aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête, et il a répondu « Tu le sauras. Mais ne fouille pas comme un détective d'une mauvaise série. Laisse l'avocat gérer. Tu ne veux pas franchir une ligne sans le savoir. » Puis il a ajouté « Prépare-toi pour le prochain coup. » Je lui ai demandé quel coup, et il a dit « Ils vont vouloir contrôler le récit. Camille va essayer de faire de toi le problème. Et ton père va tenter d'enterrer l'affaire. Parce que les hommes comme lui ne s'excusent pas. Ils négocient. » C'est à ce moment-là que mon estomac s'est de nouveau noué. Parce que j'ai compris que je pensais encore comme un mari blessé, alors que je devais penser comme un homme qui protège son avenir, je suis retourné sur le canapé. Mon téléphone est resté éteint, et quelque part dans l'obscurité de cette nuit, une nouvelle version de moi est apparue en silence. Celle qui arrête de supplier pour le respect et commence à l'exiger. Je ne le savais pas encore, mais au matin, Camille ne me supplierait pas de rentrer. Elle exigerait quelque chose, et mon père ferait une proposition qui paraîtrait généreuse, mais qui sentirait le piège. Le matin est arrivé, sans demander la permission. La lumière à travers les stores de Julien était presque insultante, comme si la journée avait déjà décidé de ce que je devais faire. Mon téléphone était toujours éteint, et pendant quelques secondes, j'ai fait semblant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Puis les souvenirs sont revenus comme une facture impayée. Julien était déjà réveillé, faisant défiler son téléphone avec le calme d'un homme dont la vie n'avait pas explosé pendant la nuit. Il m'a regardé et a dit que le café était prêt. Et cette phrase banale a failli me briser parce que la normalité semblait interdite. J'ai rallumé mon téléphone et il s'est mis à vibrer immédiatement. Appel manqué, messages vocaux, Camille, mon père, Thomas, même ma mère. Et son seul appel manqué pesait plus lourd que tous les autres. Je n'ai rien ouvert tout de suite. Julien m'a arrêté et m'a dit de manger d'abord, que le cerveau négocie mieux quand il a du carburant.
Alors j'ai mangé une tartine, comme si c'était une réunion importante, puis j'ai ouvert les messages de Camille. Les premiers étaient de la panique, déguisée en inquiétude. Où es-tu? Réponds-moi, s'il te plaît. Puis l'agacement est arrivé. Tu exagères. Ensuite, les couteaux sont sortis. Tu fais toujours ça quand les choses deviennent difficiles. Et enfin, le dernier message, envoyé vers 3 heures du matin, disait « Peut-être que si tu n'étais pas aussi obsédé par le fait de prouver quelque chose, tu pourrais vraiment subvenir aux besoins de ta femme. » J'ai fixé cette phrase, longtemps, parce que tout était là. Cette croyance qu'elle entretenait depuis des années, que ma valeur dépendait d'un chiffre qu'elle n'avait jamais validé. Julien a lu par-dessus mon épaule et a laissé échapper un sifflement discret. Il a dit qu'elle venait de m'offrir un levier emballé dans l'honnêteté. Je ne me sentais pas victorieux, juste épuisé, mais j'ai tout sauvegardé. Ensuite, j'ai écouté le message vocal de mon père. Sa voix était calme, maîtrisée, le même ton qu'il utilisait avec les clients mécontents. Il disait de ne rien faire de drastique, que les adultes faisaient des erreurs, que les familles réglaient ça en privé, et que je devais passer à son bureau pour en parler. Et pendant une seconde, j'ai presque admiré son assurance, comme si son bureau était l'endroit naturel pour ma douleur. Julien a secoué la tête et m'a dit de ne pas y aller, surtout pas seul, que mon père testait simplement si je rentrerais de nouveau dans son orbite. J'ai enfin écouté le message de ma mère. Il était court, confus. Elle demandait si tout allait bien parce que Camille l'avait appelée en pleurs, disant que je l'avais abandonnée après un malentendu. Et c'est là que quelque chose s'est mis en place très clairement dans mon esprit. Ils étaient déjà en train de réécrire l'histoire. J'ai dit à Julien que je devais envoyer un seul message, juste un, à Camille, quelque chose de neutre et factuel, et il m'a aidé à le rédiger comme un communiqué officiel. J'ai écrit que je savais ce que j'avais vu, que je prenais du temps, et que toute communication devait désormais se faire par email uniquement. Puis je l'ai mise en sourdine. Ça paraissait froid, mais c'était comme fermer une porte après une tempête. Plus tard dans la matinée, j'ai rencontré l'avocate en personne, une femme au regard précis et à la voix calme. Elle a écouté sans m'interrompre, posé des questions claires, et quand j'ai terminé, elle a dit que j'avais bien fait de partir sans confrontation, que l'infidélité comptait, surtout avec des circonstances aggravantes. J'ai demandé si elle parlait de mon père, et elle a hoché la tête une seule fois, comme si elle avait déjà classé ce détail dans la catégorie explosif. Elle m'a expliqué les bases, le partage des biens, les questions de pension, comment l'intention et le comportement pouvaient influencer les décisions. Et quand elle a demandé les revenus de Camille, j'ai dit la vérité. Irrégulier, basé sur des projets. Elle a levé un sourcil et a dit que l'argument selon lequel je ne pouvais pas subvenir à ses besoins allait très mal vieillir. C'est la première fois que j'ai souri, très légèrement, parce que les faits étaient enfin de mon côté. En sortant du cabinet, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était Thomas. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Il n'a pas commencé par des excuses. Il a commencé par la logistique. Papa panique. Maman est détruite. Camille est à la maison. Et tu dois te calmer. Je lui ai répondu calmement que j'étais calme, que je ne rentrerais pas, et que toute communication devait désormais passer par les avocats. Il y a eu un silence. Puis il a dit « Tu vas vraiment faire ça ?» Comme si j'annulais un dîner. J'ai répondu oui, et j'ai raccroché. L'après-midi, Camille a envoyé un long email, émotionnel, plein d'explications qui ressemblaient à des excuses maquillées. Elle parlait de faiblesse, de pression, de se sentir négligée. Elle disait que mon obsession pour l'indépendance l'avait éloignée. Puis elle a écrit la phrase qui a tout brûlé. Elle a écrit que mon père comprenait ce que signifiait, vraiment, subvenir aux besoins d'une femme, contrairement à moi. Et à cet instant, le brouillard s'est complètement dissipé. Ce n'était pas une seule erreur. C'était un système de valeurs qui n'avait jamais été le mien. Elle voulait la sécurité sans la patience, le statut sans la substance. Et quand elle ne l'a pas obtenu assez vite avec moi, elle est allée le chercher dans ma propre lignée. Le soir même, mon père a enfin envoyé un message écrit. Il proposait de l'aide financière, de lisser la situation, de s'assurer que je serais pris en charge, comme si j'étais un problème à gérer. Et j'ai compris que son argent avait toujours été accompagné de conditions. Je ne les avais simplement jamais subies avant. J'ai transféré le message à mon avocate, éteint mon téléphone, et je suis sorti marcher seul. La ville semblait différente quand je ne jouais plus un rôle pour quelqu'un d'autre. Je marchais sans but précis, laissant les rues décider pour moi. Et quelque part, entre le café du coin et le parc, j'ai cessé de me sentir comme un homme à qui on avait tout pris. Et j'ai commencé à me sentir comme quelqu'un qui avait échappé de peu à une vie qui lui aurait coûté bien plus qu'un mariage. Les semaines suivantes ont avancé avec un rythme étrange, comme si mon existence avait changé de fuseau horaire. Je suis resté chez Julien pendant que mon avocate gérait les démarches, les documents ont été déposés, les comptes examinés, les chronologies sont devenues des preuves, et les émotions ont été traitées comme un bruit de fond. Camille a tenté une nouvelle approche quand le silence n'a pas fonctionné.
Des emails presque aimables, raisonnables, suggérant qu'on se voit pour un café comme deux adultes qui se seraient simplement éloignés. J'ai refusé par l'intermédiaire de mon avocate, pas par colère, mais par lucidité, parce que rien de bon ne sort du fait de rouvrir une plaie, juste pour vérifier si elle fait encore mal. Puis mon père a changé de stratégie. Pas frontalement, mais méthodiquement. Message sur l'héritage familial, sur le fait que des gens extérieurs ne comprendraient pas, sur les dégâts potentiels pour l'entreprise si l'histoire sortait. Encore une fois, l'idée que ma douleur n'était qu'un problème d'image. Sur conseil de mon avocate, je n'ai eu aucun contact direct, et je me suis accroché à cette règle comme à une rambarde. Thomas a essayé une dernière fois, il est venu chez Julien sans prévenir, mal à l'aise, comme un homme qui découvrait enfin que l'argent ne permet pas d'éviter toutes les conversations. Il m'a dit que papa voulait proposer un accord, un nouveau logement, une voiture, même un investissement. À condition que tout reste discret. Je l'ai regardé calmement, et je lui ai dit que je n'étais pas à vendre, que mon silence n'était pas une marchandise, et que si papa voulait la paix, il devait commencer par la responsabilité. Thomas est reparti sans discuter, ce qui m'a confirmé tout ce que je devais savoir. Le ton de Camille est devenu glacial quand la coopération n'a plus fonctionné. Elle s'est montrée sûre d'elle, persuadée d'avoir encore un levier. Elle m'a accusé d'être émotionnellement absent, financièrement contrôlant, obsédé par l'idée de me prouver quelque chose. Mon avocate a démonté ces accusations avec des relevés bancaires, des messages, et une question simple. Si j'étais si inadéquat, pourquoi être resté 6 ans? Il n'y a pas eu de réponse. Le jour de la médiation est arrivé comme une réunion que personne ne voulait vraiment. Camille ne m'a pas regardé. Elle parlait avec une assurance répétée. Quand l'argent a été évoqué, elle a dit clairement qu'elle méritait plus, parce qu'elle attendait plus, parce qu'elle avait épousé quelqu'un issu d'une famille riche, et que j'avais refusé de me comporter comme tel. Le médiateur m'a observé en attendant une réaction. Je n'en ai donné aucune, parce que j'avais enfin compris quelque chose qu'elle ne comprendrait jamais. La richesse n'est pas ce que l'on extrait des autres, c'est ce que l'on construit sans se vendre. L'accord final a penché en ma faveur. Pas de manière spectaculaire, mais nette. Mes revenus parlèrent d'eux-mêmes. Ma retenue m'a servi. Et ses propres mots ont fait le reste. Quand tout a été terminé, elle m'a regardé pour la première fois depuis des semaines et m'a dit que j'aurais pu tout avoir. J'ai souri doucement et j'ai répondu que je le savais. Puis je suis parti, parce que pour elle, tout avait toujours été quelque chose de très petit. Et pour la première fois depuis ce barbecue, je me suis senti léger. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que je ne m'étais pas perdu. Après la signature des papiers, le bruit s'est peu à peu éteint. Plus d'emails nocturnes, plus de messages stratégiques déguisés en inquiétude. Juste le calme. Celui qui te permet d'entendre qui tu es quand plus personne ne tire sur toi. J'ai emménagé dans un petit appartement près du travail. Rien de luxueux, lumineux, propre, un lieu mérité. Julien m'a aidé à porter les cartons et à plaisanter en disant que j'avais officiellement terminé le voyage du héros parce que je possédais maintenant une plante verte. Mon travail a évolué aussi. Pas par le titre, mais par l'attention. Je me suis plongé dans un projet laissé de côté. Longues heures, objectifs clairs, aucune négociation émotionnelle. Mon responsable l'a remarqué. Une promotion a suivi. Discrète, mais juste. Et cela m'a procuré plus de satisfaction que n'importe quel applaudissement. Ma mère m'a rappelé plus tard. Calmement. Elle n'a pas défendu mon père. Elle ne m'a pas demandé de pardonner. Elle a simplement dit qu'elle était désolée, que j'ai été blessé. Et je l'ai remerciée. Parce que certains ponts n'ont pas besoin d'être brûlés pour être respectés à distance. Mon père a tenté une dernière fois avec une lettre formelle, prudente, presque repentante, proposant une rencontre. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance, mais parce que certaines conversations arrivent trop tard pour changer quoi que ce soit d'essentiel. J'ai compris que la fermeture n'est pas quelque chose que les autres te donnent. C'est une décision que tu prends, quand tu arrêtes d'attendre. Parfois la nuit, je pensais à l'homme que j'étais avant tout ça. Celui qui croyait que l'amour garantissait la loyauté et que la famille garantissait la sécurité. Je ne ressentais pas de mépris pour lui, seulement de la fierté, parce qu'il avait des valeurs, même si le monde les a mises à l'épreuve. Et maintenant, j'avais les mêmes valeurs, simplement plus aiguisées, renforcées, méritées. J'ai commencé à courir le matin, pas pour fuir, juste pour sentir mon propre élan. Et à chaque pas, je me sentais moins comme quelqu'un qui avait été trahi, et plus comme quelqu'un qui avait été libéré, non pas par la justice ou la revanche, mais par la simple décision d'avancer sans porter la honte des autres. Le temps a fait ce qu'il fait toujours quand on cesse de lutter contre lui. Il a réorganisé les choses en silence. J'ai cessé de regarder mon téléphone en attendant des messages qui ne viendraient jamais. J'ai cessé de rejouer les scènes en cherchant des fins alternatives. Ma vie a comblé les vides toute seule. Les week-ends m'appartenaient de nouveau. Les routines simples sont devenues des ancrages. Je cuisinais des plats que j'aimais vraiment. Je riais plus facilement. Non pas parce que tout était parfait,
mais parce que plus rien ne faisait semblant. Au travail, on m'a dit que j'avais l'air plus léger, plus concentré, comme quelqu'un qui faisait enfin confiance à ses propres décisions. Je ne les ai pas corrigés, parce qu'ils avaient raison. Un soir, j'ai croisé quelqu'un qui connaissait l'histoire, et qui attendait de la colère, du drame, de l'amertume. Je ne lui ai offert qu'un sourire calme et un changement de sujet, parce que la meilleure preuve de guérison, ce n'est pas l'explication, c'est l'indifférence. Et c'est là que j'ai compris que ce qui s'était passé ne me définissait plus. Cela m'avait affiné, débarrassé d'illusions, laissant quelque chose de solide, d'honnête, de mien. Je pense parfois à la proximité avec laquelle j'ai failli accepter une vie qui n'était pas la mienne, construite sur de l'argent emprunté, des valeurs empruntées, et le silence emprunté. Et je ressens de la gratitude pour le moment qu'il a brisé, non pas parce qu'il était indolore, mais parce qu'il était vrai. La trahison a un don étrange. Elle impose la clarté. Elle te montre qui te respecte, seulement quand c'est pratique, et qui tu es quand la facilité disparaît. Je n'ai pas reconstruit ma vie pour prouver quoi que ce soit à mon ex, à mon père, ou à qui que ce soit d'autre. Je l'ai reconstruite parce que le respect de soi n'est pas bruyant. Il ne s'annonce pas. Il refuse simplement de vivre à genoux. Aujourd'hui, je tiens debout seul. Pas en colère, pas amer, pas brisé. Simplement conscient. Conscient que la dignité est un choix quotidien. Conscient que partir peut être un acte de force. Et conscient que la réussite ne vaut rien si elle te coûte toi-même. Je n'ai pas perdu une femme, ni un père ce jour-là. J'ai perdu des illusions. Et en échange, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Une vie qui ne répond qu'à ma propre conscience. Et pour la première fois, je peux le dire sans ironie ni sarcasme. Je suis exactement là où je dois être.